Bienvenue sur Histoire de chiens, le podcast qui donne une voix au lien unique entre chiens et humains. Ici on raconte des histoires émouvantes, parfois drôles, parfois plus dures, mais toujours profondément remplies d'amour. Partager sa vie avec un chien, c'est aussi traverser des doutes, des questions, des moments forts et ressentir le besoin de ne pas être seul. Ici on se reconnaît, on se réconforte, on partage. Et parce que derrière chaque chien, il y a une histoire qui change une vie, alors ici on raconte des histoires de chiens, mais aussi des histoires d'humains. Je m'appelle Julia et je vous accueille dans ce podcast qui, j'en suis sûre, vous parlera. Certaines personnes aiment les chiens, et puis il y a celles pour qui ils occupent une place tellement importante qu'ils finissent par façonner leur quotidien, leurs habitudes et leurs projets. Marion fait partie de ces personnes-là. Depuis plusieurs années, elle ouvre régulièrement la porte de sa maison en tant que famille d'accueil à des chiens qui ne sont pas les siens. Des chiens qui viennent de Martinique ou d'Ukraine, avec un passé parfois très douloureux et à qui elle offre un refuge temporaire. C'est quelques semaines de stabilité et d'amour avant de les laisser repartir vers une nouvelle vie. Mais les chiens ne s'arrêtent pas à la porte de sa maison. Ils sont partout dans sa vie. Dans ses voyages, qui l'ont mené plusieurs fois jusqu'au nord de la Finlande pour s'occuper des chiens de traîneau, et dans son quotidien auprès de Harper, son fidèle compagnon. Alors aujourd'hui, j'avais envie de comprendre ce qui pousse quelqu'un à recommencer encore et encore, à aller à contre-courant de cette idée que l'amour consiste à garder. Parce que Marion fait exactement l'inverse. Elle accueille, elle s'attache, elle aime, puis elle laisse partir. Elle s'investit pleinement dans des histoires dont elle connaît déjà la fin, avec la conviction profonde qu'offrir quelques semaines d'amour peut parfois changer toute une vie. Alors je vous laisse écouter le témoignage de Marion, une histoire de chien bien sûr, mais aussi une histoire de transmission, d'attachement et d'amour. Hello Marion. Hello. Merci d'être là. On va parler aujourd'hui de toutes tes expériences et de ton vécu avec tous les chiens que tu as accueillis en famille d'accueil. Ouais, beaucoup de chiens. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour que les gens comprennent un petit peu qui tu es? Alors moi, c'est Marion. Je crois que j'ai jamais dit mon âge sur Instagram parce que j'ai pas l'air d'avoir mon âge. J'ai 35 ans. T'as 35 ans? Ouais, j'ai 35 ans. C'est vrai que tu l'es Je pas les fais pas du tout. J'ai l'habitude. En soirée, on pense que j'ai 22 ans. Voilà, en général. Pas même pas, mais... 22, entre 22 et 25. Ouais, mais quand je ne parle pas. Après, quand je parle, en général, on me donne 28. Okay. Donc je suis web designeuse à mon compte depuis 5 ans maintenant, donc ça fait quand même un moment que je suis entrepreneur. Tu faisais quoi avant? Tu étais aussi web designer, mais salarié? C'est ça, dans le marketing, tout ce qui est digital, le référencement. J'ai vécu 4 ans en Espagne, à Barcelone, où j'ai travaillé principalement là-bas dans une grosse entreprise. Et après je suis rentrée en France, j'ai bossé pour une start-up. J'ai perdu mon travail pendant le Covid. Comme tout le monde. Et du coup, là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que tu te lances à ton compte parce que tu as le chômage et que tu peux en profiter, quoi. Donc, j'ai fait ça en 2021. Et depuis, j'ai envie de faire plein de projets différents et surtout, j'ai envie de faire des projets qui me plaisent plus parce que oui, le web design, j'aime bien, mais c'est pas ma passion. Et en fait, je pense que depuis toujours, ma passion, c'est les chiens, mais que je m'étais jamais autorisée à l'accepter. Parce que quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire et que vétérinaire c'est difficile et que j'aime pas trop voir les animaux souffrir, donc c'était pas faisable. Et tous les métiers qui tournaient autour du chien, c'est compliqué de gagner sa vie. C'est compliqué de gagner sa vie et surtout ça m'intéressait pas, enfin je sais pas comment expliquer. J'avais pas envie d'être éducatrice, et en fait c'était très limité ce que j'avais en tête. Et un jour, j'ai un copain qui est guide polaire que j'ai rencontré en Espagne. Alors guide polaire c'est un guide en fait qui t'amène dans les pays où il fait froid. D'accord. Et qui te fait faire des voyages. Et d'ailleurs il propose un séjour où tu peux amener ton chien avec toi, je crois que c'est en Suède. Charles, si tu écoutes ça, désolé. Et du coup, il m'a emmené en Finlande en disant, Marion, j'ai besoin de toi en Finlande. Je travaille avec des huskies, il y a 200 chiens. Et en gros, il manque un volontaire. Est-ce que tu serais chaud à faire ça? Et en fait, ça m'a ouvert un monde. C'était pour faire quoi exactement? Littéralement t'occuper des huskies. En fait, c'est des huskies qui servent de traîneau. Voilà. Et en fait, l'été, dans les saisons où il n'y a pas de clients,
Les chiens, ils ont quand même besoin d'être nourris, stimulés, promenés, voilà, etc. Tous les jours, en fait. Et, sauf que 200 chiens, c'est beaucoup de travail. Et donc, ils étaient que 2 sur le site. Et ils avaient besoin de 2 volontaires minimum en plus. 4 personnes pour 200 chiens. Ouais, 4 personnes pour 200 chiens. C'est du taf. Maintenant, ils sont plus nombreux parce que j'y suis retournée 4 fois en tout. Maintenant, ils sont plutôt, je dirais, 6. Ils prennent souvent 4 volontaires en plus. Et il y a souvent une chef en plus, donc 6 ou 7. Mais ça reste un travail monstre. Ouais. Et donc tu l'as fait ou pas? Ouais, je l'ai fait. Ouais. Tu l'as fait, je suis alors? partie en juin 2021, 22, je sais plus. Je crois que c'était pendant le Covid parce que je me souviens d'avoir dû faire un test à l'arrivée en Finlande. T'as échappé au confinement. Et c'était fou. Hein. C'était fou. T'as 200 chiens. C'est des chiens qui en plus... c'est particulier. C'est pas un chien d'appartement. C'est un chien qui est presque pas sauvage parce qu'il adore l'homme. Mais tu vois, c'est des chiens qui sont là pour courir en fait. Qui sont là pour tirer. Enfin, c'est impressionnant. Et surtout, c'était la saison des bébés. Donc t'as tous les huskies qui naissent... c'est quoi la saison des bébés? Il y a une période comme ça comme la reproduction animale, tu vois, entre mai et août. Donc c'est je savais pas qu'il y avait des périodes pour les chiens. Ça peut arriver qu'il y ait des chiens qui naissent en hiver, mais ça c'est rare. Et en fait, ils limitent aussi... en fait, les chiennes n'ont des chaleurs que 2 fois par an. Et donc une fois en hiver, une fois en été. Et ils évitent de faire de la reproduction en hiver aussi parce que un chiot qui naît dans la neige à moins 30, c'est pas fun, quoi. Ouais. Donc ils limitent ça peut arriver, mais ils limitent. Et donc là, en juin, je suis arrivée, il y avait des chiots, enfin c'était génial. C'était mon rêve, quoi. Tu te dis, tu restes avec 200 chiens, ta journée c'est que ça. C'est câliner des chiens, promener des chiens, ramasser des cacas, et c'est trop bien. Et surtout, t'es au nord de la Finlande, donc dans Laponie, c'est un peu raciste comme mot, mais au nord de la Finlande, et t'as rien autour. Rien. Autour, t'as la première ville est à 1 heure de route. Donc t'es complètement isolée. Avec les 200 chiens. Et tu fais que ça. Incroyable. Et après, j'y suis retournée du coup 4 fois en tout. 1 mois à chaque fois. Quand même. Ouais. En fait, tu t'attaches trop aux chiens, donc t'as envie de t'as envie de les retrouver, quoi. Là, il me manque, j'ai envie de les retourner. Mais c'est génial d'avoir une opportunité comme ça. J'avais jamais entendu ça. Ah ouais? Oui, mais du coup, ça t'ouvre un monde, tu vois, ce que je te disais, ça t'ouvre un monde que tu connaissais pas. Et en fait, moi, j'ai rencontré une meuf là-bas et son travail, c'était d'être musher. Donc un musher, c'est quelqu'un qui conduit les traîneaux avec ses propres chiens. Et en fait, elle allait de parc en parc à husky et elle allait guider les clients comme ça. Mais elle était à son compte, elle était entrepreneur, quoi. Et je me suis dit, mais moi, à l'école, on m'avait jamais dit que je pouvais être musher de 6 chiens. C'est tellement niche en plus. Ouais, mais du coup, ça t'ouvre tout un truc, une perspective que t'avais jamais eue dans ta vie. Tu vois, on te dit, tu peux être veto ou avocat ou médecin, mais en fait, non, tu peux être musher en Finlande, quoi. Incroyable. Donc c'est fou. Et du coup, j'y suis retournée en été, en hiver, au printemps, et j'ai fait tous les saisons. Et c'est fou. Par contre, c'est épuisant. Tu sors de là, t'as mal partout, t'as l'impression d'avoir pris 10 ans d'âge, mais c'est incroyable. Et du coup, t'as arrêté pourquoi? Je vais pas arrêter. La dernière fois que j'y suis allée, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Et tu comptes y retourner du coup? Et là, je suis en train d'envisager d'y retourner peut-être en septembre. Parce que les chiens, ils te manquent. Enfin, vraiment, tu t'attaches vraiment profondément à eux. Ça devient presque... Et t'avais pris ton chien, toi, avec toi? Non. Non, mon chien est vieux. Et puis Charles, mon pote m'avait dit, mais prends pas Harper, il va se faire manger, quoi. Ah ouais. Ça reste des animaux pseudo-sauvages. Ils sont, tu vois, ils peuvent... Il n'y a pas d'effet de meute. En fait, ils sont 2 par 2 dans les enclos. Et donc, il n'y a pas d'effet de meute. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, souvent, dans la meute, il y a une entente cordiale, etc. Là, non, pas du tout. S'il y a 2 chiens qui sont mis dans le mauvais enclos, ils peuvent tuer les 2 chiens. Ah, c'est vrai? Ouais. Ils peuvent s'entretuer, ouais. Donc, c'est aussi, tu as tout un travail de sécurité, en fait. Et tu as intérêt de bien connaître les chiens pour savoir qui va avec qui. Est-ce que tu peux atteler tel chien avec tel chien? Sinon, ça peut être très dangereux. C'est ça. Pas tout le monde peut faire ça, en fait. Non. Et ils demandent quand même une base en parce psychologie que, canine non. ou en... Parce que t'as toujours les filles sur place. C'est des filles maintenant qui gèrent. Elles sont toujours là, quoi. Elles te forment. Elles te forment, elles t'apprennent tout. Elles t'expliquent. Enfin, non, c'est... Ouais. Après, il faut aimer les animaux, quoi. Il n'y a pas de... J'ai peur. Enfin, le chien, des fois, il fait 50 kilos. Tu dois rentrer dans l'enclos. Il va peut-être te sauter dessus. Il va vouloir te jouer avec toi. Mais il n'y a pas de j'ai peur, tu vois. Ah ouais, c'est pas du tout des chiens... Non, c'est pas des chiens canapés. Ouais. Ok. Il y a des situations où t'avais peur, toi ou... Non, pas trop. Le premier jour, ouais, parce que les chiens sont rentrés par
Enfin, sont en enclos 2 par 2, comme je te disais. Et sont séparés les mâles des femelles. Ouais. Et donc, souvent, on commence le matin par les enclos les plus proches, qui sont les mâles. Et bah, tu sais, quand t'es pas réveillé et tout, tu vois 2 gros chiens qui font 50 kilos chacun, t'es genre, je vais devoir rentrer là-dedans, là. Ils sont, ouais, t'inquiète, tout va bien et tout. Et en fait, oui, ils sont adorables. Mais oui, la première fois, ça fait peur. Ouais. Mais sinon, non, j'ai déjà eu les bastons, t'apprends à les séparer. Tu mets un pied entre les deux. Okay. De toute façon, t'as des bottes et un truc de ski, donc... Ouais, non, j'ai pas eu peur. Mais par contre, t'as plus peur pour eux des fois où... En fait, tu dois les maintenir. En fait, comme c'est des chiens de traîneau, ils veulent tirer tout le temps. Donc, dès que tu leur mets le harnais, le premier truc en tête qu'ils ont, c'est tirer. Et donc, il faut les maintenir de toutes tes forces pour pas qu'ils partent, en fait. Enfin, pour pas qu'ils s'en aillent. Et quand tu les... T'as plus peur de les lâcher, en fait. Et qu'ils aillent, par exemple, dans un mauvais enclos, qu'ils aillent trop près d'un chien qui pourrait les mordre. C'est plus ta peur pour eux. Okay. Mais pour moi, non. Est-ce que la condition animale est vraiment respectée dans ce genre d'endroit ou... Pas tous, je pense. Ouais. Celui-ci, en fait, il y a des années, donc avant que mon pote reprenne le truc, c'était pas le cas, je pense. Il se passait quoi ? Je sais pas, mais il y a des chiens, les plus vieux qui, par exemple, ont peur de toi. Si tu hausses la voix ou... Tu vois, ils vont se mettre au sol. Ouais. Donc, il y a des violences. Ouais, il y a eu des violences, je pense. Mais il y a 10 ans, quoi. Et maintenant, les filles qui gèrent ça, elles sont incroyables. Elles ont construit 3 enclos immenses pour les mettre... Donc, tous les 20 minutes, elles font des rotations pour que les chiens aillent courir. Enfin, elles sont incroyables. Et même elles en peuvent plus de ce travail parce que c'est épuisant. Mais elles disent, on peut pas laisser les chiens, on les aime trop, quoi. Parce que tu veux les protéger. Et puis, elles sont très respectueuses du traîneau. Donc là, il y en a un, par exemple, qui a fait un refus de traîneau complet. Qui voulait pas tirer. Elle voulait pas. Elle s'allongeait au sol et elle voulait pas. Et ils l'ont fait adopter par quelqu'un, par un bénévole. Elles en ont adopté 3. Okay. Des vieux ou des réformés, ou alors une qui s'est fait les ligaments croisés, qui pouvait plus courir. Il y a beaucoup d'accidents comme ça ou pas ? Pas tellement. Non. Là, c'est même pas un accident. En fait, il faut juste respecter les... Elles sont hyper respectueuses. Enfin, après, ça arrive, on a eu un mort quand j'y étais. Un chien qui, après un entraînement, parce qu'on les réentraîne au cardio, comme nous en fait, on fait du cardio à partir de septembre, on reprend tout doucement la course pour la saison. Et un jour, on a entraîné un chien et il allait très bien. Et on a servi la bouffe le soir et il était mort dans sa niche. Donc, tu vois, il n'y avait aucun signal, mais ça peut arriver. Maintenant, ils sont plus de 250, je crois. C'était peut-être une pathologie. Ouais, voilà. Et c'était un jeune, il avait même pas 1 an, je crois. Donc ça devait être un truc sous-jacent. Ouais. Mais franchement, il respecte trop bien le truc. Et sinon, je pense que j'aurais jamais remis les pieds là-bas. C'est sûr. Ils sociabilisent trop bien les chiots. On les apprend à être manipulés dès qu'ils sont petits. On est hyper câlin avec eux. On leur apprend la liberté, le libre, pour que justement... Parce que le husky est assez fugueur. Okay. Pour pas qu'ils soient fugueurs. Donc on les laisse courir entre eux. On les adapte portée entre portées. Enfin non, franchement, c'est bien fait. Ouais. Donc sinon, je pense que clairement, j'aurais jamais remis les pieds là-bas. Ouais, c'est pas trop mon truc, j'imagine, pour toi qui aime tellement les chiens... J'aurais pas pu. Ouais. S'il y avait eu la moindre signe de maltraitance ou de... j'aurais pas pu, je pense, remettre le pied. Donc c'est bien. Et alors, comment on devient famille d'accueil ? Je pense que, en fait, la première fois que j'ai été famille d'accueil, c'était pour des chatons, alors que j'aime pas trop les chats. Okay. Mais en 2000, ça devait être en 2020, ou 2020, c'était le Covid. Et il y avait une asso locale, moi j'habitais en Bretagne à l'époque, qui avait demandé justement d'accueillir une portée de chatons à biberonner. Donc c'est quand même un autre niveau d'accueil. Ouais. Des chatons qui avaient 10 jours, qui venaient d'être abandonnés devant la porte de chez le vétérinaire. Et donc, on m'a donné 5 chatons à biberonner. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et malheureusement, il y en a 2 qui sont morts la première nuit. Donc, quelques heures après que je les ai accueillis. De toute façon, le véto m'avait prévenu, ils sont très faibles, ils sont très petits. Ils survivront sûrement pas tous. Donc, ça a été horrible, bien évidemment. Mais les 3 autres, j'ai réussi à les biberonner. Mais c'est énormément de travail. Il faut se réveiller toutes les 4 heures. En fait, ils savent pas faire leurs besoins tout seuls. Donc, il faut les aider à faire leurs besoins. Il faut les biberonner. Il faut... qu'ils aient tout le temps chaud, c'est un travail. En tout cas, il faut être présent constamment à la maison. Et donc, tu disais,
t'as zéro information avant que les animaux arrivent chez toi. Comment ça se passe concrètement ? Donc là, c'était des chatons, c'était encore autre chose. Après, quand j'ai commencé à être famille d'accueil chien, c'était il y a 2 ans, en 2024. Je revenais de Finlande, justement. Et en effet, on n'a aucune info. L'asso m'appelle en disant j'ai un chien à vous confier, il a 6 mois environ. On n'en sait jamais leur âge. On te donne jamais les informations avant, mais est-ce qu'on te les donne aussi parfois après ou pas du tout ? Non, en fait, c'est parce que l'association ne sait pas du tout. Ok. Ils savent. Donc en fait, là, l'asso avec laquelle je bosse, ils ont soit des Martiniquais, donc des chiens qui viennent de Martinique et Guadeloupe, soit des Ukrainiens. Donc en général, c'est toujours le même schéma. Les Martiniquais, c'est des chiens errants qui ont été retrouvés soit emportés, soit seuls, et qui ont du coup été en général très peu maltraités. Donc c'est des chiens assez bien dans leurs pattes. Et les Ukrainiens, c'est tout l'inverse, c'est des chiens qui ont vécu la guerre, dont le maître est potentiellement mort à la guerre, et donc qui ont vécu les bombardements, et qui sont des chiens qui sont traumatisés. Très traumatisés. Ouais. Donc c'est pas du tout le même... Mais on attrape. En général, c'est la seule info. Sur une de tes vidéos, je crois, où les chiens d'Ukraine arrivent justement, ils sont complètement ils sont tremblants et terrorisés. Ouais. Mais du coup, c'est pas du tout le même niveau d'implication avec un chien traumatisé et un chien pas traumatisé, mais on a en effet très très peu d'informations. L'âge, il est très approximatif. On sait rien, quoi. Ouais. Et en général, on me dit, maintenant, ça fait un moment que je travaille avec l'asso, donc elle me connaît, la directrice, et elle me dit, tiens, Marion, j'ai un chien à te ramener. Mais j'arrive à l'aéroport, je sais même pas quel chien je vais avoir, quoi. Ok. Ouais. Donc, tu fais ta première expérience en tant que famille d'accueil avec ces chatons. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu continues justement d'accueillir il s'est passé quand même plusieurs années. Entre-temps, je suis arrivée à Paris. Et je pense que le fait d'avoir été en Finlande plusieurs fois entre-temps, ça m'a aussi motivée à travailler avec l'animal. Parce que je me suis dit, en fait, c'est ça que j'aime. C'est ça ma passion. Donc, je sais pas ce qui m'a poussée à le faire. Je pense que j'avais encore dû voir les assos qui publiaient Recherche famille d'accueil. Et je me suis dit, vas-y, on va tenter avec un chien. On avait prévu d'adopter aussi un chien parce que mon chien commence à vieillir et je voulais pas le voir partir sans avoir un autre chien pour m'aider entre guillemets à faire la transition. Et du coup, l'asso, j'ai rempli un formulaire sur leur site et ils m'ont recontacté quelques semaines plus tard en disant on va faire une visite chez vous pour voir comment est votre logement. Ils me posent 1 milliard de questions et ensuite ils m'ont dit voilà, on a un chien pour vous la semaine prochaine, est-ce que vous êtes dispo? Et donc t'as dit oui. Ouais. Et après, donc il est comment ce premier chien? Vanali, elle était trop bien. C'était la chienne parfaite, je pense, pour un premier accueil parce qu'elle était hyper gentille, elle était sociable avec tout le monde. Mais vraiment, elle adorait les gens, les chiens, et tout le monde l'adorait. Elle était trop mignonne. Elle avait de l'énergie, mais elle était trop cool, quoi. Et à l'époque, j'habitais dans le 18e arrondissement, donc pour ceux qui connaissent, il n'y a aucun espace vert. Ouais, à part le petit parc canin. Et le truc qui fait 20 cm de long. Mais c'était l'été, donc je suis allée passer le mois de juillet en Bretagne avec elle. Et elle était géniale, quoi. Elle a adoré la chienne de mes parents, elles se sont trop bien entendues, on allait à la plage tous les jours, elle était en liberté, elle fuguait pas. Donc chien très facile. Quoi. Elle était super facile. Pourtant, elle a mis 1 mois et demi à être adoptée. C'est une qu'on a gardée le plus longtemps, parce qu'elle était noire. Souvent, les animaux noirs sont les moins adoptés. Donc après, elle a trouvé sa famille. Maintenant, elle vit, je crois, vers Orléans, avec un autre chien et des poneys. Et elle est super copine avec les poneys. Elle leur monte sur le dos et tout. Mais elle était adorable. Donc forcément, ça aide, je pense, d'avoir une première expérience comme ça. Si t'avais un chien horrible la première fois, je pense que tu tu recommences pas. Non, je pense pas. Être famille d'accueil, c'est quoi sur le plan... C'est savoir faire quoi sur le plan peut-être humain, émotionnel? Très bonne question. Être patient. Être patient. Ouais. Je pense qu'il faut surtout être patient parce qu'en fait, même on peut ne pas savoir grand-chose sur le comportement canin ou félin. Mais si t'es patient et que tu leur laisses l'espace et le temps de s'ouvrir, ils t'apprendront beaucoup en fait. Enfin, t'as pas besoin de tout savoir sur eux. Nous, on savait rien sur Nali quand elle est arrivée. Mais en 2-3 jours, elle nous avait tout dit en fait. Elle te dit, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et en fait, tu t'adaptes.
Mais ouais, il faut juste être ultra patient. Est-ce que, avant de commencer, tu t'attendais à certaines choses et au final, en fait, la réalité t'a un peu surprise? Avant de commencer le travail de famille d'accueil, ouais. Non, je crois pas. En fait, je pense que j'avais pas d'attente. Je savais pas à quoi m'attendre. Ouais, tu voulais juste accueillir des animaux, les aider et t'en occuper, quoi. C'est ça. Et j'avais pas d'attente, je savais pas trop ce qui allait me... En fait, j'avais été, je me souviens, il y a longtemps, dans une association qui est une famille d'accueil, j'avais été faire un don, je crois. Et il y avait une dame qui devait récupérer mon don. Et donc, elle était famille d'accueil chien et chat. Elle avait plein d'animaux chez elle. Mais ils étaient en cage. Enfin, c'était pas... je pense que c'était pas une mauvaise personne ni rien. C'est juste que elle avait tellement d'animaux qu'en fait, elle devait les séparer un peu comme ça. Et donc, c'était un bazar monstre chez elle. Ça sentait mauvais. Il y avait plein d'animaux dans des cages. Et moi, j'étais là, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Et il y a plein de manières de faire famille d'accueil, je pense. Il y a une dame la dernière fois qui me disait que elle accueillait les chiens dans son jardin, mais c'est tout. Le chien sortait pas dans la rue, elle sociabilisait pas le chien, elle faisait pas faire, tu vois, elle apprenait rien au chien en fait. Elle était famille d'accueil. Ouais, mais elle accueillait. Mais comment l'association accepte du coup? En fait, parce que le chien. Parce qu'il y a tellement de vérifications qui oui, se mais font en amont. l'asso était au courant parce que c'est pas forcément. En fait, il y a rien qui définit un rôle de famille d'accueil. Personne te dit que tu dois le sociabiliser ou lui apprendre la propreté. En fait, c'est pas ton rôle presque. Toi, ton rôle, c'est juste d'être là. Donc, ce chien, des fois, il y avait des chiens qui sont tellement traumatisés qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans la rue. Ils ont trop peur, en fait. Donc, un jardin, c'est presque mieux, le temps qu'ils se réhabilitent. Et elle avait d'autres animaux, donc ils étaient quand même sociabilisés avec ces chiens, elle. Mais il y a personne qui te dit ce que tu dois faire. Enfin, tu vois, moi, j'ai décidé de faire... d'être famille d'accueil en sociabilisant les chiens, parce que aussi ça m'intéresse, j'ai envie qu'ils soient propres, j'ai envie qu'ils soient ok avec les chiens, avec les gens, mais c'est un travail qui demande énormément de temps. Moi, tous les jours, je prends 2-3 heures pour aller leur présenter d'autres chiens, promener. Tu vois, tout ça, c'est un travail fou. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Extrêmement impliqué, ouais. Et la plupart des gens qui adoptent un de mes chiens, ils disent mais c'est fou le travail que tu as fait parce que c'est pas la norme en fait. Et du coup, qui définit ça? Personne en fait. Cette femme-là, ça se trouve, elle faisait très bien son travail. Juste pas de la même manière que moi, quoi. Et alors, c'est quoi le cas le plus difficile que tu as eu jusqu'à maintenant? Les chats. Les chats? Non. Là, j'ai des chats. Ouais. J'ai accueilli 4 chats, c'est un enfer, mais ça fait que 3 jours. Donc, et t'en peux déjà plus. Non, c'est toujours difficile les 3 premiers jours parce qu'on a l'impression qu'on s'en sortira pas en fait. On se dit mais pourquoi j'ai fait... En fait, la question c'est pourquoi j'ai fait ça. Et c'est ça, tu regrettes en fait. Je regrette, mais bien évidemment que je regrette. Et je pense qu'on a tous ce truc-là, et même il y a des gens qui adoptent des chiens et qui regrettent les premiers jours ou les premières semaines parce que c'est dur quoi. Alors ça s'appelle le puppy blues. Ouais, oui, mais le puppy blues, c'est pas forcément toujours des puppies, en plus là c'est un kitty blues. Ouais. Moi j'ai jamais eu ce truc là parce que mon chien c'est une crème, il est parfait, il n'y avait jamais rien à redire. Donc il n'y a jamais eu cette pensée dans ma tête. Mais là par contre à chaque fois que j'accueille un chien je me dis pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça, pourquoi ma vie déjà... Une fois de plus. Ah c'est ça. Et là les chatons ouais, après je suis encore dans la phase où c'est ultra dur. Pourquoi j'ai fait ça, on va pas s'en sortir. Donc c'est pas... Et alors ça dure combien de temps une mission de famille d'accueil généralement? Entre, je dirais 3 semaines et 1 mois et demi, 2 mois. Mais parce que je suis dans une association qui est très impliquée dans l'adoption du chien, de l'animal, et donc ça va très vite. Mais il y a des gens qui gardent des chiens plusieurs années. J'avais rencontré une fille qui avait son chien dans famille d'accueil depuis 2 ans. Ouais, en fait, à ce stade, ça devient c'est vraiment ton chien. Ça fait 2 ans. Tu peux plus le rendre, en fait. Oui. Enfin, ou alors, t'as pas d'attache, mais moi, genre, je peux pas laisser un... Déjà, au bout d'1 mois, je pleure tous les larmes de mon corps, donc au bout de 2 ans, c'est énorme. Ouais. Mais le plus dur, ça a été un Ukrainien qu'on a accueilli l'année dernière, qui s'appelait Bim, qui avait 4 ans. Et ça a été un des seuls adultes que j'ai accueillis, parce que je fais principalement du chiot, parce que mon chien est vieux et que j'ai pas envie de lui imposer un chien qui est pas sympa avec lui. Et donc ce chien-là, il avait l'air plutôt bien au premier abord, mais en fait il était complètement traumatisé, enfin normal, j'aurais te dire. Il avait perdu potentiellement son maître, il avait vécu la guerre, enfin n'importe qui serait mal.
Et il était réactif chien, mais vraiment très réactif. Donc je pouvais pas sortir sans qu'on croise un animal et que ça le rende fou, quoi. Sauf que j'avais pas d'accompagnement d'éducation derrière et que moi, je suis très douée pour éduquer un chiot. Mais à ton niveau, t'étais plus capable. Mais je suis pas comportementaliste, donc un chien réactif, je sais pas faire en fait. Donc l'asso a tenté de me donner des conseils. Je dis mais là on n'est plus au stade de je le divertis avec une croquette. Genre il en a rien à faire de la croquette, il a envie de tuer le chien qui est en face. Oui, ça peut venir de plusieurs raisons. Parfois, c'est il avait vécu une pathologie. Et du coup, j'ai dit, moi, je me sens pas de garder ce chien. C'est même pas une question de j'ai pas envie, c'est que je pars en Bretagne dans 2 jours. Je ne peux pas déplacer ce chien. Je ne peux pas prendre le train avec ce chien. Il y a une question de responsabilité aussi derrière. Non, mais c'était impossible. Donc, je leur ai dit, il va falloir qu'on change de famille d'accueil. Moi, je peux pas gérer ça, quoi. Donc, il est parti dans une autre famille. Au bout de 2 semaines, je dirais. Le problème, c'est qu'il s'était vachement attaché à moi et qu'il s'est enfui de la famille d'accueil dans laquelle il est arrivé. Oh, pauvre chou. Ça a été horrible. Et donc la famille d'accueil m'a rappelé en disant « Est-ce que tu peux revenir pour le rattraper ?» Et il est revenu à moi direct, quoi. Ouais. Mais il était très, très son traumatisé. premier point de contact après toute cette... Comme tous les chiens, finalement, et c'est ce qu'on... Des fois, les gens voient mes vidéos, ils disent « Mais il faut que tu le gardes, il t'aime. » Mais bien évidemment, enfin, on est leur première... Tu vois, leur premier point de sécurité, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que les gens te disent généralement quand tu leur dis que t'es famille d'accueil ? Dans la rue. Ouais, ou tes amis. Mes amis, maintenant, ils sont habitués. Les réactions en général, c'est juste « j'ai hâte de voir le nouveau » ou « envoie une photo, ça va ». Ouais. Dans la rue, les gens, en général, ils comprennent pas trop. Ouais. Sauf les gens qui ont déjà un passif dans l'association, mais sinon, non. Ils sont genre « Mais vous êtes payé pour faire ça ?» Je dis non. Mais pourquoi vous faites ça ? Parce que je veux faire quelque chose de bien. Mais non, ils comprennent pas, en général. C'est vrai que c'est pas tellement connu ce mode de fonctionnement en tant que famille d'accueil, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui justement gèrent le flux justement via les box. Ouais. Et j'avais parlé justement avec une fille d'une association qui disait qu'en fait, le fait d'avoir des familles d'accueil est très compliqué à gérer en termes de logistique aussi. Mais c'est clair. J'imagine le temps qu'elle passe, la directrice de l'asso, entre les adoptions et les familles d'accueil, à gérer qui va où. Si on a des questions, tu vois, on peut poser des questions des fois en mode tiens, comment ça gère et tout. Et après, elle doit gérer les adoptants, elle me les envoie. Et ensuite, elle doit voir avec moi ce que j'ai pensé des adoptants. C'est une logistique folle. Ouais. Donc, c'est compréhensible que tous les assos fassent pas ça. Après, il y a des chiens qui sont pas bien en box, en fait. Qui seront jamais détendus. Et accessoirement, il y a des assos comme la mienne qui n'ont pas de locaux. En fait, elle a aucun local. Donc, c'est vraiment tous les chiens passent soit en adoption directe de Martinique ou d'Ukraine, soit via des familles d'accueil. Donc, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que les gens connaissent principalement la SPA. Et en fait, la SPA, ils ont pas très peu de familles d'accueil, je pense. Ouais, très peu, je pense. Ouais. Et puis, j'aime pas trop leur mode de fonctionnement. C'est très limité. Ils veulent pas que les gens adoptent son jardin. Enfin, ça n'a pas de sens. Et alors, les fameux départs, est-ce qu'on peut en parler ? Déjà, peut-être d'un point de vue purement technique, comment ça se passe un départ ? Parce que tu parlais justement du fait de potentiellement jouer un rôle aussi dans le choix de la famille. Donc, tu reçois les familles et ensuite... Alors, il y a 2 manières de faire. Des fois, il y a des gens qui viennent de très loin et du coup, qui passent pas du tout voir le chien, en fait. Qui m'appellent et qui me posent des questions sur l'animal et ensuite qui viennent directement l'adopter. Okay. Bien évidemment, le dossier est pré-validé par l'association. Donc une fois qu'il arrive à moi, en fait, il est déjà validé presque. Moi, j'ai mon mot à dire si je vois que ça se passe vraiment mal ou si je le sens vraiment pas. C'est déjà arrivé. Une dame qui est arrivée pour voir un de mes chiens. Je sais même plus qui c'était. Et elle a annulé le rendez-vous qu'on avait à 11h le matin. Donc, sachant que moi, je donne de mon temps quand même, tu vois, pour accueillir la personne, présenter le chien, faire une balade potentiellement, etc. J'ai quand même un travail à côté. Bref, cette dame annule à la dernière minute parce que je la relance en disant vous arrivez bientôt. Elle me dit mais en fait, je suis malade. Et elle me demande est-ce qu'on peut décaler le soir même à 18h. Donc, je dis ok, pas de souci. Et en fait, elle arrive et je comprends instantanément pourquoi elle a annulé. Elle sentait l'alcool à plein nez.
Mon copain s'en est pas rendu compte, mais moi je suis bretonne. Les gens qui boivent, je les reconnais. Elle est arrivée avec un cavalier King Charles qui bavait. Ah ouais, mais bavait comme si il était en stress le plus total, quoi. J'ai appelé l'association 5 minutes après, j'ai dit non, mon chien partira pas avec cette personne. Donc l'association a tout géré en disant au revoir à cette personne, en disant non, on laissera pas un chien partir avec vous, et voilà. Mais ouais, j'ai un mot à dire, on va dire, mais ça arrivait que des fois j'ai pas le choix, ouais. et que ça nous tombe un peu dessus en disant bah la chienne est déjà adoptée, et au revoir, quoi. Et que ça arrive très vite en fait. Ce qui a été le cas de la dernière, à Nice, qui est partie en 2 semaines ou 3 semaines. On s'était beaucoup attaché à elle. En plus, on était en train de dire on pourrait peut-être la garder. Et en fait, on a reçu un message en disant elle est déjà adoptée. Ah ouais. Là, c'est un peu dur. Ouais. Sinon, en général, on a le temps de se préparer quand même. Ouais, et comment justement on apprend à laisser partir? On n'apprend pas, je pense. Tu pleures. Enfin, genre, c'est arrivé que je pleure pas parce que on s'attache pas pareil à tous les chiens. C'est impossible. Enfin, ceux qui disent l'inverse, ils mentent. Ouais, c'est comme chaque les gens. chien a sa personnalité. Ça, ils ont tous leur petite personnalité. Il y en a un qu'on a gardé 2 semaines, on n'a pas du tout été attaché à lui. Déjà, il était méchant avec mon chien. Et ça, c'est pas possible. Et quand il est parti, j'ai été soulagée. J'avais qu'une hâte, c'était qu'il parte, quoi. Les chiens très, très, très énergiques, je les adore. Hein. Mais c'est trop pour toi. Genre, il est temps qu'ils partent. Mais c'est ça, comme tu dis, en fait, il y a des chiens avec qui tu crées de l'affinité et d'autres non. Et c'est ça, et puis ça, c'est inexplicable. Genre, mon copain et moi, on s'attache rarement au même chien. Et c'est marrant. Moi, je me suis attachée à à 2 chiens en particulier, Albert et Anis, parce qu'ils ne s'appellent pas comme ça d'habitude, c'est moi qui les renomme. En fait, on leur trouve des surnoms parce qu'on nous donne des chiens avec des noms souvent ridicules. Oui, comme toutes les assos. Et on leur trouve des surnoms qui changent pas trop, mais qu'on puisse prononcer plus facilement. On a eu une chienne qui s'appelait Solomia. C'est trop long, on l'a appelée Mia. Donc Albert s'appelait Arlo, je crois. Albert, moi je l'ai adoré, mais de tout mon cœur, et je regrette encore de l'avoir laissé partir. Alors que je sais qu'il est le plus heureux avec sa famille. Sa maman me suit sur les réseaux, et elle me dit merci de l'avoir laissé partir, quoi. Mais lui, il me manque. En fait, il y a des chiens parfois que tu accueilles et tu te dis potentiellement celui-là il va jamais repartir. Ouais, mais en même temps, c'est la grosse question, c'est que si on garde un chien, ça me fait 2 chiens à la maison. Ça veut dire qu'un accueil, c'est très compliqué. Les gens qui disent moi j'ai 3 chiens à la maison dans un appartement, je sais pas comment ils gèrent. Mon chien il est vieux, il faut le porter dans les escaliers. Ouais, c'est ça, même pour les balades, ils ont pas les mêmes rythmes. Ils ont pas les mêmes rythmes du tout. Mon chien il avance pas. Enfin, quand on a 2, ça va, t'as une laisse dans chaque main, mon chien je peux le laisser en libre, etc. Mais 3 chiens. Ou alors il faudrait que j'attende que le chien soit vraiment installé, qu'il ait appris à. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu ce déclic. Ouais, donc en fait, c'est ça qui t'empêche, entre guillemets, ou qui te bloque justement dans... Ouais. Mais on en a 2 où on avait vraiment envisagé de les garder. Et en fait, ça s'est pas fait. Ils ont été adoptés très très vite. Et on n'a pas eu le temps de prendre la décision. Donc l'avenir a choisi pour nous et on n'a rien pu faire. Ouais. Est-ce que tu enchaînes les accueils ou est-ce que tu te laisses quand même du temps entre chaque chien ? Ça dépend des fois. Quand on a laissé partir Bim, celui qui était réactif au chien, on a dû enchaîner tout de suite parce que l'asso m'a dit ok pour le déplacer de famille, mais du coup vous allez en accueillir un autre. C'est lui qu'on n'a pas aimé, il s'appelait Ben, qu'on a gardé même pas 2 semaines. Donc lui on l'a enchaîné. Ça arrive qu'on enchaîne et en général on fait quand même une pause. Pour Harper, parce que mon chien il a quand même besoin de son espace. Et c'est ça, Harper dans tout ça. Il est extrêmement patient. En fait, il est pareil, hein, il aime pas tous les chiens pareils. Il y en a où il perd patience, les chiens très énergiques qui lui sautent dessus, ça l'embête. Et il peut s'énerver, non. Il va lui dire stop et voilà. Il y en a avec qui ça se passe ultra bien. Albert notamment, où ça s'était super bien passé. Donc lui, il est très patient. Ouais. Donc ça se passe en général plutôt bien. Mais ouais, c'est vrai qu'on essaie de faire une pause. Là, ça faisait, avant les chatons, ça faisait... À Nice, elle a dû partir début avril.
Donc ça faisait presque 2 mois qu'on avait accueilli aucun animal. Ouais, et puis toi aussi, tu as besoin de souffler, en fait, émotionnellement. Ouais. Et même en termes de logistique, c'est tellement compliqué. C'est plus, ouais, en termes de logistique, parce que émotionnellement, oui, quand ça a été très dur un départ, on attend un peu. Mais sinon, c'est surtout de la logistique. Si je veux partir en voyage, si je veux aller en Bretagne, il faut quand même que je réfléchisse à ma vie perso, quoi. Ouais, donc c'est vrai que si je veux partir en vacances 2 semaines, je vais pas prévoir un chien avant. En fait, à chaque fois, il faut que je me dise, il faut que j'ai au moins 1 mois et demi devant moi avant de pouvoir dire ok pour un nouveau chien, quoi. Et comment tu dis au revoir à ces chiens qui partent ? Est-ce que tu as des rituels de départ ? Ouais. On leur parle. En vrai, c'est bête, mais ils comprennent beaucoup de choses. On leur dit qu'ils vont être adoptés, que la famille va venir les chercher, que on les oubliera pas, qu'on les aimera toujours. Et c'est fou parce que tous les chiens, on leur dit ça, et ils ont tous eu une réaction où ils ont compris en fait ce qui s'est passé. Genre, la plupart ont fait pipi sur notre canapé le jour même. C'est vrai. Ouais. Pour nous punir un peu de pas content, quoi. J'ai pas envie de partir. Il y en a un qui a grogné sur... Il y avait une amie à moi qui était là. Et en fait, il voulait pas qu'on le... Enfin, moi et mon copain, on pouvait le toucher. Mais mon ami a pas pu le toucher. Il lui a grogné dessus alors qu'il n'avait jamais fait ça avec nous. On a dû le faire dormir dans ma chambre. Et le lendemain, ça allait. Mais il était émotionnellement, il était pas bien, quoi. Et ça, presque tous les chiens ont fait ça. Ils ont une petite crise comme ça, existentielle, au départ, quoi. C'est dingue, ils ressentent vos émotions aussi. Ils ressentent complètement, et puis ils sont capables de comprendre beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc on leur dit, et puis après, en général, on leur fait une balade un peu fun, on leur offre une friandise, ou alors on va manger un petit peu chino dans un café, et ensuite on leur laisse quasiment tout le temps un jouet qui est leur jouet préféré qu'on avait à la maison, pour qu'ils gardent un peu l'odeur et que la transition soit plus facile. Ouais. Et est-ce que toi, tu gardes contact avec les familles ou pour prendre des nouvelles, ou au contraire, tu as besoin de te couper de tout ça Je garde contact avec toutes les familles, sauf 2. Donc Bim, parce qu'il a été transféré de famille d'accueil, je sais pas qui l'a adopté au final. Et un autre où c'était des personnes âgées, et donc qui m'ont envoyé une seule fois une photo très floue. Qui sont pas hyper connectés, non, quoi. Voilà. Donc, mais les autres, oui, complètement, j'ai gardé contact. Donc pareil, j'ai besoin d'un temps avant de les revoir, parce que même pour eux, je pense que ça serait hyper perturbant qu'on les revoie au bout de 2 semaines en disant pourquoi moi je reviens là. Donc j'ai gardé contact notamment avec le 3e chien que j'ai accueilli, que j'adorais, que j'appelais Rolly Polly, qui s'appelle maintenant Bobby, et qui a été adopté par Camille, qui est une illustratrice parisienne, qui est ultra douée. Je te donnerai son Instagram si tu veux la taguer. Et Bobby, du coup, je le vois plutôt souvent. On fait des balades ensemble, et elle me dit, c'est fou parce que même après l'avoir revu après des mois, il m'a fait la fête. Comme si elle m'a dit, il se souvient, mais c'est fou, on l'a eu 3 semaines dans sa vie. Elle dit, il fait la fête à toi, moi, mon copain et ma mère, comme ça, et c'est tout. C'est dingue. Il me mord les mains d'excitation, quoi. Donc il y a Bobby qu'on voit, il y a Mia que j'ai gardée le mois dernier. Ses parents sont partis un week-end en vacances et ils pouvaient pas l'amener, donc c'est moi qui l'ai gardée. Et sinon, pour l'instant, on n'a pas revu parce qu'ils sont partis loin. Il y en a... En fait, on a l'impression que même s'ils restent 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, ça compte comme des années pour eux, quoi. En fait, c'est tellement c'est là qu'ils se développent. Chargé. Ils se développent le plus, en fait. Tu vois, ils partent mais il y en a où, tu vois, ils sont terrorisés quand tu les accueilles. Et en fait, au bout de 3 jours, ils sont collés à toi, dans ton cou. Ils te font confiance avec leur vie, quoi. Donc forcément, pour eux, c'est énorme. Et t'es la première personne... Parce que souvent, ils viennent de la rue, donc t'es potentiellement le premier contact humain avec qui ils se sentent en sécurité. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut 3 jours à un chien pour décompresser, 3 semaines pour qu'il commence à prendre une routine, et 3 mois pour qu'il se sente chez lui. Donc chez nous, ils n'ont jamais le temps d'en arriver là, mais ils ont les 3 semaines où ils commencent à avoir la routine et où ils commencent à comprendre comment ça fonctionne. Et oui, la règle des 3, effectivement. Est-ce que le fait justement d'avoir Harper chez toi, ça aide dans les départs, parce que tu te dis qu'en fait, même si le chien part, finalement la maison elle sera pas vide après je pense que oui. Après, je me rends pas compte parce que Harper, je l'aime toujours plus que les autres, même si je les adore. C'est pas pareil, c'est pas mon chien.
Je dis ça, j'essaie de garder une distance, c'est pas vrai. Je garde très peu de distance finalement. Mais oui, Harper, je l'aime quand même toujours plus. Donc je suis quand même toujours heureuse de retrouver mon chien au calme, de pouvoir reprendre la routine avec mon chien plus tranquille, à son rythme à lui. Donc il y a toujours ce truc-là qui comble, bien évidemment. Ça fait pas un vide à la maison, quoi. Ouais. C'est plus calme, mais c'est pas vide. En fait, je pense que... je sais pas si quelqu'un te disait un jour... je pourrais jamais faire famille d'accueil, je m'attacherai trop. On me le dit tout le temps. Bah voilà, qu'est-ce que tu leur réponds? C'est insupportable. C'est la phrase qui revient le plus sur mes vidéos. Non mais moi je pourrais jamais faire ça, j'aime trop les chiens. Sous-entendu, moi j'aime pas les chiens. Je dis si j'aimais pas les chiens, je ferais pas ça en fait. Parce que je pense qu'il faut au contraire aimer les animaux plus que la moyenne. Et du coup c'est la phrase qui m'énerve le plus. Je sais que ça parle pas d'un mauvais sentiment. Mais en fait, oui, bien évidemment que c'est dur. Ouais, je leur dis, mais oui, moi aussi, je pleure à chaque départ. Enfin, c'est dur, hein. Je m'attache, je suis triste, enfin, c'est comme ça, mais ça m'énerve les gens qui disent ça. Je pourrais pas. Oui, moi non plus, je pensais que je pouvais pas. Et justement, qu'est-ce qui fait que tu continues encore et encore après, finalement, tant de souffrance Bah, je pense que ça devient plus facile déjà. Avec le temps, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. La première, en fait, comme je trouve que c'est les moments qui sont vraiment durs, c'est quand t'as envisagé de le garder. Donc si t'as envisagé dès le début, en fait, avant qu'il arrive. Si tu te dis, genre, lui, peut-être je vais le garder parce que je l'aime beaucoup, et qu'il part, là, c'est très dur. Par contre, si tu te dis dès le début, c'est pas mon chien, je suis là pour l'aimer, etc., je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et tous les chiens que j'ai envisagé de garder, c'est là où j'ai le plus pleuré. Ouais, donc c'est vraiment la posture que tu adoptes dès le début, en fait. Et en fait, moi, j'ai commencé à documenter ce que je faisais parce qu'il y a une fille qui fait ça aux États-Unis qui s'appelle Isabelle Klee. Son Instagram, c'est Simon Seats. Okay. C'est la meuf, la référence dans les familles d'accueil. Et en fait, aux États-Unis, ça commence à vachement prendre de l'ampleur, les familles d'accueil qui documentent ce qu'elles font, etc., sur les réseaux. Et en France, il n'y avait pas ça, en fait. Donc, les gens ne connaissent pas, ils n'ont pas les informations, etc. Et je pense que tu es un peu la seule sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que quand tu tapes famille d'accueil, en fait, c'est tes vidéos uniquement qui ressortent. Il y a très peu de personnes qui en parlent. Ouais, ça revient. On me l'a beaucoup dit. Et pourtant, tu vois, j'ai beaucoup c'est à 90% des femmes qui me suivent et qui m'écrivent. Donc, la communauté, c'est quand même beaucoup de femmes. Et il y a 2-3 femmes qui sont familles d'accueil, qui m'écrivent en me demandant des conseils ou enfin 2-3 plus, mais qui m'écrivent souvent en disant j'aimerais bien avoir tes conseils sur ça, comment faire un départ, non. Il y a même une dame que j'ai croisée en bas de chez moi qui m'a dit mais en fait je vous suis sur les réseaux et c'est vous qui m'avez inspirée à famille d'accueil. Et j'étais genre ah cool, ok. Et alors c'est quoi les conseils que tu leur donnes? Ça dépend pourquoi, parce que souvent elles me viennent en me posant des questions très spécifiques. Très précises, ouais. Ça va être comment justement tu gères quand tu t'es trop attaché au chien, comment tu fais pour être sûr d'avoir trouvé la bonne famille. Mais en fait, à chaque fois, je leur dis, mais j'ai pas de réponse en fait. Enfin, ça va être à toi de trouver si la bonne famille, c'est l'instinct. Enfin, je lui dis, oui, le dossier, ça te dit beaucoup, mais une fois que tu l'auras eu au téléphone, que tu l'auras rencontré, tu vas savoir. Tu peux pas savoir juste sur le papier. Il y en a, ils ont l'air bien sur le papier. En fait, en personne, ils sont horribles. Ou vice-versa. Ça se trouve sur le papier, c'est pas top, mais en personne, tu sens qu'ils vont te donner tout l'amour du monde, quoi. Donc ça dépend vraiment des questions qu'on me pose. Et oui, donc celle qui est aux États-Unis qui parle de ça, je trouvais ça fou, ce qu'elle faisait. Et elle a accueilli plus d'une 30aine de chiens, je crois. Et qu'est-ce qu'elle documente exactement Comme moi. Elle raconte quand elle accueille les chiens. Elle prend des cas un peu plus difficiles, je pense. Elle a beaucoup de chiens qui ont des problèmes médicaux. Parce qu'en fait, elle a un chien elle-même qui est épileptique. Donc, elle a l'habitude d'avoir des chiens à problèmes médicaux. Et elle raconte l'accueil, comment elle les accueille, comment ça se passe, leur évolution. Et en fait, elle a décollé avec un chien qui s'appelait Tiki et qui était... mais quand je te dis terrorisé, c'est que le chien était apathique tellement il avait peur et tellement il avait un peu lâché prise sur la vie, quoi. Et en fait, ce chien-là, il a été transformé chez elle. Mais c'est impressionnant. Et elle a décollé sur les réseaux. Et comment elle a fait, du coup ? La patience. Elle disait qu'elle s'asseyait à côté de lui et qu'elle faisait rien jusqu'à ce qu'il sorte. Et donc, en général, moi, les chiens que j'accueille, au bout de 3 jours, comme je te disais, ils commencent à... Même s'ils ont très peur, ils vont commencer à pointer le bout de leur nez ou à venir voir ou à sortir de leur cachette. Et elle a mis plusieurs semaines, je crois, à faire sortir ce chien de sa coquille.
Mais voilà, elle lui donnait à manger. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il adorait le fromage. Et donc, elle l'a pâté avec des morceaux de fromage. Et au bout d'un moment, il a compris que il pouvait lui faire confiance, quoi. Mais c'est un travail monstre parce qu'il faut réussir à dire je crois que ça va fonctionner, mais en même temps, tu sais pas. Ça se trouve, le chien. Et ce chien, il a été adopté par la suite. Adopté, ouais. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe trop bien. En fait, il est adorable, quoi. C'est une star maintenant des réseaux. Il a je sais plus combien de millions de followers. C'est fou. Et on mettra le compte de la personne. Alors, redis-moi le nom. Donc, c'est Simon Sit sur les réseaux. Ça, c'est la famille d'accueil. Et le chien, il s'appelle Tiki Plus Two sur Insta. Et du coup, ce chien, il a été adopté dans une famille qui a 2 autres chiens. Et il est trop bien, quoi. Trop génial. Content. Mais c'est fou. En fait, c'est juste de la patience. Et c'est surtout un travail à temps plein. Franchement, quand tu accueilles autant d'animaux, mais même toi, bon, après, voilà, t'es en freelance, donc tu peux plus ou moins gérer ton temps, mais c'est impossible de faire autrement, quoi, en fait. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que tu peux accueillir un chien en ayant un job, un vrai travail, entre guillemets, c'est-à-dire en allant au bureau tous les jours? Je sais pas, ça dépend de l'animal. Si t'as un chiot, je te dirais non. Moi, les chiots, ils me demandent du temps. Non, mais puis même, je pense qu'en fait, je pense qu'il y a des moments où clairement, soit l'animal ne va pas bien, en fait, il se passe toujours quelque chose et t'es obligé d'avoir quand même un manager très flexible au-dessus de toi. Je sais pas, je pense que si t'es capable de rentrer le midi chez toi et que t'as un chien qui est adulte et qui est vraiment malheureux en refuge, ça peut l'aider, tu vois. Un chien très calme, oui, évidemment que ça peut le faire. Alors, moi, ce qui me ferait peur, tu vois, c'est le fait, justement, quand t'es famille d'accueil, t'as quand même beaucoup de responsabilités. Et tu vois, c'est un chien, il faut faire attention pour pas qu'il s'enfuit, donc tu peux pas le promener sans laisse. En fait, il y a beaucoup de choses derrière qui font qu'au moindre petit souci, c'est toi qui es responsable. Et c'est là où, tu vois, moi, j'aurais clairement peur de le laisser solo, quoi. Ouais, mais encore une fois, je pense que ça dépend vraiment du chien. Si la famille, enfin, tu vois, si l'asso, elle connaît le chien en disant, lui, il s'est resté 3 heures, 4 heures, 5 heures tout seul, il serait toujours mieux que dans un box. Alors que là, moi, les chiens que j'accueille, comme c'est à 90% des bébés, il ne peut pas rester 8 heures tout seul. C'est impossible. Déjà, il reste même pas 20 minutes tout seul. Il reste... en fait, on apprend la solitude aussi. Donc ça, c'est un travail qui prend un temps fou. Mais il faut sortir de la porte, revenir, ressortir, revenir, ressortir. Et faire ça 1 seconde, puis 10, puis 20, plus 30. Et en fait, c'est un travail ultra long parce que le chien, il supporte pas d'être seul. La plupart, ils ont l'habitude d'être H24 avec moi. Donc c'est très, très compliqué, ça. Et non, si tu me dis demain, moi je travaille 8 heures par jour à l'extérieur, je vais accueillir un chiot. Mais t'arrives à te concentrer quand même quand tu bosses de chez toi? Il y a tout un rituel. Le matin, je fais une énorme balade. Donc première chose au réveil. Ensuite, il mange. Et ensuite, en général, c'est la sieste. Donc en général, je peux bosser jusqu'à 12h30, 13h. En général, ils dorment. Ouais, tu bosses 2 petites heures. Je bosse 3 heures, on va dire. Ouais. En général, je bosse de 10 à 13. Et après, il faut refaire la balade. Donc après, ça dépend vraiment du niveau d'énergie du chien. J'en ai eu où même une balade d'1 heure, ils sont pas KO, quoi. Et après, pareil, quand vraiment le chien est très énergique et que j'en peux plus, j'ai de la mastication. Donc des trucs, des nerfs de bœuf, etc. Et ça marche tellement bien. C'est trop bien. Ça me sauve la vie. C'est la dépense mentale, je pense que ça compte limite pour double. Par rapport à une dépense physique. Après, ça dépend des chiens, encore une fois. Il y en a, il faut les deux. La dernière qu'on a eue, elle était ultra calme, c'était génial. Donc elle dormait plus et surtout, dès que j'étais à côté d'elle, elle bouge. En fait, elle était tranquille. Donc des fois, j'allais travailler du canapé pour qu'elle puisse dormir sur moi, en fait. Et donc elle dormait 4-5 heures sur moi. Mais il y en a qui, même en étant présents, ils vont sortir tous les jouets de la panière à jouets, ils vont foutre un bordel monstre. Donc ça dépend vraiment du chien. Mais clairement, si quelqu'un me disait je travaille 8 heures par jour, non, n'accueille pas un chiot, quoi. Il faut savoir choisir aussi un animal qui s'adapte à notre rythme de vie, je pense. Alors si demain, quelqu'un te disait tu peux plus faire famille d'accueil, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Avec mon copain, je pense qu'on est d'accord, c'est de rencontrer chaque petite personnalité. Tu vois, c'est excitant de recevoir le moment de l'arrivée. Et de rencontrer le petit animal qui va rentrer dans ta vie et comment il va être, en fait. Parce que lui, à chaque fois, il était « Ah, mais lui, je l'aimais trop ». Mais en fait, il se rend compte qu'à chaque fois,
tu les aimes trop parce qu'en fait, ils ont chacun leur petite vie, leur petite personnalité et c'est trop bien. Et donc, des fois, maintenant, l'asso, elle nous appelle en disant là, on a 3 chiots, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et ben, on le prend vraiment en mode ok, lui, on le sent, tu vois, à l'instinct. Et en général, ça se passe trop bien, quoi. Ouais. Parce qu'ils sont, je sais pas, ils ont leur petite vie, quoi. Et du coup, c'est ça, je pense. De rencontrer chaque chien et de. Bah, ça veut dire que je rencontrerai. Tu vois, tu peux pas avoir un chien comme ça dans ta vie qui sort de nulle part, à moins que t'adoptes. Ouais. Tu croises vite fait les chiens dans le parc, mais c'est tout. Et là, d'avoir un chien qui est presque à toi pendant quelques semaines, c'est génial. Et ouais. C'est ça, tu fais toute l'éducation avec eux, c'est fou. Ouais, donc cette excitation de l'arrivée, elle est quand même bien supérieure à la tristesse du départ quand même. Il y a quand même du stress à l'arrivée, parce que moi j'ai toujours la peur de est-ce que ça va se passer avec mon chien. En fait, je pense que j'étais traumatisée des 2 adultes là qu'on a eus. Il y en a un qui empêchait Harper de monter sur le canapé, donc il le grognait dessus et qui le niaquait. Et j'ai dit à l'association plus jamais d'adultes, du moins pas un mâle. C'est trop compliqué, ils sont méchants, en fait ils sont territoriaux quoi. Et mon chien il a rien demandé à personne, il veut juste vivre sa vie. Donc ça c'est non. Et du coup j'ai toujours cette appréhension de est-ce que ça va se passer avec Harper. Mais en fait comme il est très patient en général, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois. Mais bon, des fois on accueille des chiens qui sont pas sociabilisés du tout, qui ont très peur des autres chiens. Et donc Harper, heureusement comme il est assez passif et assez patient, ça se passe bien. Mais il y a toujours cette petite appréhension avant. Tous les chiens ne sont pas compatibles famille d'accueil, quoi. Donc t'as vraiment de la chance. Bah ouais. En fait, t'as un chien qui te ressemble complètement, quoi. Ton chien, il est tout calme, il est posé. C'est marrant parce que je pense que je donne pas la bonne image de moi sur les réseaux. Je donne l'image d'une personne qui est assez calme et vulnérable et patiente, alors que mes amis diraient tout l'inverse. Je suis ni patiente ni calme. Okay. Je suis très impulsive et je suis très je suis scorpion, je suis très scorpion. Mais c'est vrai que je donne cette image parce que en fait c'est une partie de moi bien évidemment que je présente plus parce que c'est la partie de moi qui accueille les chiens, mais tout le reste de moi c'est pas du tout ça. Je suis pas du tout comme ça. Donc c'est vrai qu'Harper il est plus la partie de moi qui est douce et calme et tranquille et qui veut juste vivre sa petite vie au quotidien. Mais il y a toute une autre partie où en effet je suis pas cette personne. Ouais. Alors est-ce qu'il y a d'autres sujets, toi, que tu voulais évoquer? Je vais pas parler de fin de vie de chien parce que sinon je vais pleurer. Ouais. C'est un sujet que je ne peux pas aborder. Par rapport à... mon chien est... Par rapport à ton chien, il va avoir 15 ans en septembre. 15 ans c'est vieux. Et il est encore en pleine forme ou tu le sens quand même Il a eu un coup de vieux là. Il est en forme, il est en bonne santé. Mais il a commencé à avoir des petits problèmes de santé, tu vois. Genre, il a une infection à la patte, mais bon, rien à voir. Mais il a genre un problème à la prostate. Il commence à, tu vois, tu sens qu'il commence à, il entend moins bien, il voit moins bien. Je sens qu'il a pris un coup de vieux. Mais c'est normal, il a 15 ans, enfin, ça fait presque 90 ans, je crois. 85, je crois. En âge adulte, en âge humain. C'est énorme. Et je vois, mais bon, il est en. Tous les vétos me disent, il est en super santé pour son âge, quoi. Alors, les petits chiens, généralement, ça vit beaucoup plus longtemps. Oui, mais 17 ans, je crois que c'est la... Enfin, tu vois, déjà, s'il tient jusqu'à 17 ans, je trouve que c'est un bon âge. Et j'ai pas envie que mon chien... j'ai pas envie de le garder... trop. Ouais, j'ai pas envie de le maintenir en vie parce que je l'aime trop, tu vois. Il commence à avoir beaucoup d'arthrose, donc... Tu vois, il a du mal à se lever quand il est couché. Ça coûte très cher. Il faut lui faire des soins tout le temps. Là, j'envisage d'acheter un panier orthopédique. Ça coûte 200 balles. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça, quoi. Donc, j'ai pas envie de le... Enfin, là, il va très bien, la question se pose pas, mais quand il aura atteint un certain âge où je vois qu'il va être en souffrance, c'est là qu'il va falloir dire, bah ok, là, je veux pas le maintenir en vie parce que moi, j'ai envie qu'il soit là, quoi. Ouais. C'est hyper égoïste en fait. Donc on n'en est pas là, mais c'est un processus de deuil que je suis en train de faire en prévision. Parce que mon chien il m'a accompagnée depuis que j'ai 21 ans. Ah ouais. Et en fait il a vécu toute ma vie d'adulte avec moi. Il a connu tous mes copains, toutes mes ruptures, toutes mes peines de cœur, enfin tout.
Il a vécu en Espagne avec moi, il a vécu en Bretagne avec moi, il a vécu à Paris avec moi, il a fait tous mes déménagements. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait toujours il a évolué avec toi pendant les années les plus cruciales de ta vie, en fait. Parce qu'avant, avant 20 ans, t'es un enfant. Et ouais, le jour où je suis devenue presque adulte, où je suis partie de la maison, j'avais mon chien et ouais, il est là tout le temps, quoi. Il est là H24 avec toi, ton chien, c'est ton ombre. Et du coup, le jour où il va partir, ma vie elle sera vide, en fait. Enfin, du coup, c'est pour ça qu'on avait envisagé de garder un de nos chiens de famille d'accueil. Mais pour l'instant, j'arrive pas à me dire, ce chien-là, je vais l'aimer autant qu'Harper. Et donc, j'arrive pas à envisager de le garder. En fait, j'arrive pas à me dire, je vais remplacer mon chien. Parce qu'il sera irremplaçable. Enfin, Harper, tous les gens qui le connaissent disent c'est le meilleur chien du monde, quoi. Il est doux, il est gentil, il a jamais créé de drama. C'est le chien, il est drama free, quoi. Il est calme, il m'a jamais posé un seul problème, ni avec les chiens, ni avec les humains, ni rien. Donc c'est vrai que le jour où je décide de garder un autre animal, je pense que ça va être très dur de pas faire le parallèle et la comparaison avec Harper. Ah ouais, je pense que pour éviter de faire cette comparaison, il faut vraiment du temps, quoi. Ouais, mais justement, en fait, la question c'est est-ce que je l'adopte avant qu'Harper parte ? Parce que je pense que je vais être obligée, sinon je me remettrai jamais de son départ. Ou est-ce que j'attends une période de deuil avant de réadopter ? Et là, je pense que la période de deuil, elle va être extrêmement longue. Et moi, on en parlait avec une amie. Quand t'es entrepreneur et que tu vas pas bien, t'es incapable de travailler, en fait. Et je me dis, si je fais une vraie dépression quand mon chien part, je pourrais plus travailler. Et comment je vais faire pour payer ma vie, quoi, mon loyer. Ouais, donc t'as plein d'angoisses comme ça c'est hyper, qui arrivent avant le... Ah oui, mais moi, je suis anxieuse de nature, donc je suis en train de réfléchir à tout ce qui peut se passer, mais j'ai déjà envisagé, là, demain, je peux plus travailler pour X raison. Moi, j'ai pas le chômage, j'ai rien, en fait. Donc là, si pendant 1 mois ou 2, je suis incapable de bosser parce que je suis trop triste, qu'est-ce que je fais, quoi ? C'est fini, quoi. Je reprends... Après, je vais travailler chez McDo, c'est pas grave, mais je veux dire, il faut que... C'est tout une préparation tu vas retourner mentale. en Finlande et garder les chiens. Mais je suis pas payée. Ah, t'es pas payée ? Non, c'est du woofing. Donc ça, t'es logé nourri, mais t'es pas payé. Donc par contre, tu fais un séjour. Donc en gros, les clients, quand ils viennent, c'est un séjour qui coûte plus de 2000 €, je crois. Donc tu fais du chien de traîneau, de la motoneige, de la cagné rando, de la raquette, enfin plein de trucs, plein d'activités. Toi, tu peux les faire gratuitement. Donc tu vis quand même un truc de fou. Un voyage à plus de 2000 € gratuitement, entre guillemets. Et en fait, nous, on vit à la tanière, donc là où il y a les chiens, au chenil. Mais t'as l'hôtel qui est à 4 km. Et là, tu peux manger à l'hôtel si tu veux. Il y a un sauna, t'as vue sur le lac. Enfin, l'hôtel, il est incroyable. C'est vraiment... c'est comme si t'étais fille au père, quoi. C'est pareil. Tu vois les aurores boréales. Enfin, tu vois, c'est quand même un voyage qui est fou. Et qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à payer très cher pour. Et toi, tu le fais. Et toi, t'es là pendant 1 mois et tu fais profites pendant 1 mois. fond, Voilà. Bon, après, t'es épuisée. Hein. Mais non, je suis pas payée pour faire ça. Ouais. Il y a les 2 filles qui sont sur place, elles sont payées, c'est leur taf. Mais les autres sont des bénévoles, entre guillemets. Bon, du coup, ce sera un autre boulot qu'il faudra trouver. Mais c'est vrai que j'aimerais bien commencer à rediriger mon travail vers les chiens, mais je suis encore en train de... Je sais pas encore comment et... mon compte, ça pourrait être une manière de le faire, mais encore faut-il le monétiser. C'est beaucoup de travail, et puis c'est dans quelle direction se lancer. J'ai commencé à en parler avec une fille qui est dans la stratégie, justement business, de comment tu fais ça. Est-ce que tu fais un site ? Est-ce que tu fais de la collab ? Est-ce que tu fais de l'influence ? Est-ce que tu fais une marque ? Enfin, c'est pas du tout mon délire, mais tu vois, tu pourrais lancer une marque. Il y a plein de manières de monétiser tout ça. Un podcast. Une chaîne YouTube. Il y a plein de manières, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Moi, j'ai quand même, mon travail me prend quand même beaucoup de temps. Ça reste un job à plein temps. Je peux pas laisser du jour au lendemain sans avoir un truc derrière, quoi. Donc, c'est tout un processus. Et ouais, c'est clair. Et même si même si demain je décide de travailler à temps plein avec les chiens, je pense que le départ d'Harper restera trop dur à vivre pour être à 100% présente physiquement et mentalement, tu vois. Je pense que ça serait plus facile si j'étais avec des chiens, parce que ils te prennent quand même
beaucoup de temps. Donc tu te rends moins compte, je pense. Bon, c'est compliqué quand même d'anticiper ce genre d'événement parce que en fait, tu sais jamais comment tu vas te sentir face à ça et au moment même comment tu vas le vivre. Moi, je sais que je vais faire une dépression. Je sais déjà, je suis déjà prête mentalement à vivre le truc, quoi. Ah ouais, en fait, t'as commencé ton deuil, quoi. Ouais, un peu. En fait, genre des fois, on me dit, mais il faut que tu te prépares. En fait, on me le dit souvent aussi. Il faut que tu te prépares. Et moi, ça me fait... Et je pleure des fois pendant 2 heures, quoi. Et j'ai une copine qui a un chien qui vieillit aussi. Et des fois, on se commence à se renvoyer des vidéos, des réels Instagram. Et il est en train de pleurer. Ouais. Alors que nos chiens, ils vont très bien. Mais c'est... Ouais, t'es un peu obligé de te dire, ça va arriver. Ça va arriver, bah ouais. Et c'est pas... En fait, c'est pas juste un chien. Pour moi, c'est ma vie, quoi. Donc ça va être... Je suis obligée de me préparer. Sinon, je pense que tu tombes de très très haut. Si t'es pas prêt comme ça, tu tombes de très très haut. Je pense que même quand tu te prépares, c'est très compliqué aussi. Clairement, ça va être... ma mère est pharmacienne, je vais me demander de me prescrire des Xanax. Ouais, il y a différentes façons de gérer ça, mais c'est sûr que chacun le vit différemment aussi. Mais surtout dans ton cas, quand ça a été ton seul chien. Non, j'ai eu des chiens quand j'étais petite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais en tant qu'adulte, ouais, c'était bon. Ouais, et que t'as littéralement tout fait avec lui, quoi. Bah, mon chien de famille, c'était mon chien quand j'avais 12 ans. Il a vécu 14 ans, je crois. Oui. Donc j'avais 28 ans quand il est décédé. Je vivais à Barcelone. Ouais. Et... Donc ce chien, pareil, c'était mon chien quand même s'il est resté vivre chez mes parents après que je sois partie, c'était mon chien. Et donc j'étais rentrée en Bretagne pour un festival. Mon chien est mort quand j'étais au festival. Donc ça a été j'ai quand même réussi à lui dire au revoir. C'est fou, hein. Je suis arrivée, il est mort le lendemain, je crois. Et ma mère m'a appelée au festival en me disant Philou est mort, il s'est fait renverser par une voiture. Ah ouais, c'était horrible. Non, il était pas mort, il était... bien endommagé, ouais. Et donc ils l'ont emmené chez le vétérinaire. Donc moi je l'ai pas revu. Je suis rentrée le dimanche à Barcelone et là elle m'a annoncé qu'il était mort. Et en fait moi j'étais en coloc à l'époque avec des Irlandais et donc j'arrive devant chez moi et je me rends compte que j'ai pas mes clés. Je me souviendrai toujours de ça. J'envoie un message sur le groupe en disant les gars, j'ai pas les clés, est-ce que quelqu'un peut rentrer à la maison pour m'ouvrir? Il y a un de mes colocs qui me dit ouais, je suis là dans 10 minutes. Et il arrive et il me voit par terre et il me dit Why are you so miserable? Genre, pourquoi t'es aussi misérable? Et je lui fais My dog is dead. Et il me répond Harper is dead. Et j'étais genre j'espère qu'Harper n'est pas mort, étant donné qu'il est avec toi depuis 2 semaines, monsieur. Non. Non, et en fait, et du coup, je lui dis Non, c'est pas Harper qui est mort, c'est mon chien de famille. Et il était là Ah, bah ça va alors. Non, quand même pas, c'est le chien que j'avais depuis que j'avais 12 ans. Ouais, et alors, comment tu l'as vécu ce départ? En vrai, je pense qu'il y a eu 2 choses. C'est que déjà, de 1, j'étais pas en France. Et du coup, je trouve qu'il y avait une sorte de distance, peut-être. Loin des yeux, loin du cœur. Ouais, un peu. Et puis, c'était un chien que c'était mon chien, mais je le voyais plus au quotidien. Ouais, donc t'avais perdu un peu le lien. Je l'aimais toujours autant, mais t'as pas le même truc, tu vois, quand t'es avec un chien tous les jours que quand t'as un chien où, là, quand je vivais à Barcelone, je rentrais peut-être 3 fois par an. C'est pas pareil, quoi. Ouais. Et deuxièmement, j'avais déjà Harper depuis 7 ans. Et donc, Harper était là. Tu vois, j'avais cette transition. Et c'est pour ça que je me suis dit, si j'adopte un chien, ça sera plus facile de laisser partir Harper. Oui. Parce que j'ai eu ça avec Philou et Harper était là. Donc, je pense qu'il y a eu ça, que ça a été beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. Ouais, donc là, les prochains chiens que tu reçois chez toi, parfois tu regardes du coup des profils... justement, qui pourrait potentiellement rester et être famille d'accueil potentiellement adoptante, quoi. Je pense que si je suis amenée à adopter un chien, ça sera un des chiens que j'accueille, auquel je me suis trop attachée et on peut pas laisser partir. Mais encore une fois, des fois ça va tellement vite le processus d'adoption qu'on n'a même pas le temps de se dire tiens, elle on l'aime bien ou lui on l'aime bien. Et la dernière qu'on a eue à Nice, on a eu tous les deux un coup de cœur sur elle. Elle était trop mignonne. Elle était vraiment une boule d'amour. Et on s'est dit, elle, on l'aime bien. Et en fait, elle a été adoptée tout de suite, quoi. Ouais. Et c'est la seule sur laquelle on s'est mis d'accord. Parce que moi, j'aimais trop Albert. C'était vraiment un chien incroyable. Et mon copain pas. Et en même temps, on a aussi la question de si on adopte, quand t'adoptes à 2, il faut un peu décider qui va garder le chien. Si, en cas de séparation, c'est quand même un truc qu'il faut envisager. Parce qu'on peut avoir... Le chien ne peut être qu'à un nom et pas à 2.
Donc, voilà. Et ouais, il y en a beaucoup des cas comme ça où malheureusement, après la séparation, Moi, je pense que je me battrais pour que le chien soit à mon nom. Parce que... Quitte à ce que... Si je vois finalement qu'il l'aime plus, ou tu vois que le chien est plus attaché à lui, je pense que je serais capable de laisser partir le chien. Par contre, j'ai envie d'avoir le choix. Ouais. Tu vois, imagine la séparation, elle se passe horriblement mal. Et moi, j'ai déjà entendu des histoires comme ça où le mec ne refuse de laisser le chien à sa fille, à sa copine. Alors que, tu vois, c'était le chien de la fille, quoi. Et ça, je pourrais pas. Ça, moi, je peux brûler ta maison. Le mec, il sait pas de quoi je suis capable, quoi. Et je lui dis, mon chien Harper, je l'avais adopté avec mon ex, mon premier copain. Et la question s'est jamais posée, c'était mon chien. Mais j'aurais été capable de tout pour récupérer mon chien, quoi. Je l'aurais jamais laissé partir. Donc c'est pour ça qu'on a cette conversation avec mon copain en mode... Ton copain, c'est aussi un amoureux des animaux comme toi ou un peu moins? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Lui, il avait un chat, qui était horrible d'ailleurs, désolé. Désolé, Sacha. Désolé, le chat. Il était vraiment méchant, son chat. Mais il avait eu qu'un chat dans sa vie. Il n'a pas eu de chien, jamais. Et donc moi, quand je suis rentrée dans sa vie avec Harper, il a tout de suite... Mais genre... Parce que tout le monde n'accepte pas les chiens de la même manière. Je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais ça m'est arrivé d'être en couple avec des mecs qui refusent que le chien monte sur le lit, par exemple. Moi, j'ai pas envie de changer ma routine ma routine et celle d'Harper pour un mec. Et Sacha, il a été genre hyper accueillant d'Harper. Harper l'adore, mais vraiment l'adore. Il fait la fête autant qu'à moi. Donc ça, c'est génial. Et un jour, quand j'ai dit à Sacha, tu veux pas qu'on tente d'être famille d'accueil, il m'a dit, vas-y, on essaye. Et des fois, il m'en veut un peu, je pense. Et des fois, il me dit, mais pourquoi on fait ça? C'est ta faute. On va un peu s'engueuler parce que c'est dur, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça dur. crée un peu des petits conflits. Quand il fait pipi sur le lit à 22h et que toi, t'es prêt à aller te coucher et que t'es obligé d'aller amener la couette au lavomatique, ça crée un conflit. Oui, c'est ta faute. Et toi, t'as laissé la porte ouverte. Non, c'est toi qui as laissé la porte ouverte. Donc forcément, il y a un conflit. C'est normal, hein. Comme quand t'as des enfants. Ça change ta routine, ça bouscule ta vie. Mais c'est toujours lui... c'est toujours lui qui dit on pourrait le garder quand même celui-là. Moi je l'aime bien. Alors qu'au début il est là genre, pas du tout. Là, avant qu'on accueille les chats, il m'a dit un truc, il m'a dit non mais Marion par contre je te préviens, on gardera pas un chat. J'ai dit mais moi j'ai rien dit. Et ça fait 3 jours. Il est là, oh mon amour. Ouais, on le sent venir là. Je dis non, les chats c'est pas possible. Donc il me fait quand même le coup à chaque fois de j'aimerais bien le garder quand même, il est mignon celui-là. Donc ouais. Mais de base, il n'est pas du tout aussi attaché aux animaux que moi. Mais pourtant, c'est toujours lui qui envisage de garder. Je pense qu'au fil des années, en fait... Ouais. En fait, il a toujours aimé les animaux, je pense, au fond. Mais là, il s'est découvert que il pouvait être beaucoup plus amoureux de ce qu'il il est beaucoup plus sensible à ça, quoi. Et puis, c'est lui qui va... Moi, je suis un peu la maman méchante, au final, parce que je suis celle qui met les règles. C'est moi qui ai toujours eu des chiens, donc je connais le comportement canin, lui, pas du tout. Alors, lui, il est du genre, mais regarde, il est triste, on va le faire dormir avec nous dans le lit. Et je dis, non, il dort pas avec nous dans le lit, il faut qu'il apprenne à dormir seul, parce que si demain, l'adoptant ne veut pas que le chien dorme dans son lit, là, tu vas pas lui donner bonnes habitudes. Et des fois, il l'amène en cachette. Et il y a tellement de choses auxquelles il faut penser, quand t'es famille d'accueil. En fait, tu dois penser à toutes les éventualités d'un chien des adoptants qui n'auront pas la même vision du chien que toi. Donc, un chien dans le lit, pour moi, c'est pas possible. C'est un peu ma... Ça, c'est un peu ma... Et ma ton chien, Harper, il monte dans le lit ou pas? Non. Il monte pour faire un câlin le soir, mais il dort toujours dans son panier. Jamais dans le lit. Mais quand je suis pas là, je sais qu'Harper dort dans le lit. Mais parce qu'il y a tes odeurs. Non, parce que Sacha le laisse faire. Il le met, il le porte et il le met sur le lit. Et je sais que des fois, quand je suis pas là, il fait monter les chiots famille d'accueil dans le lit. Et même la nuit. Hein, parce que la dernière qu'on a eue était vraiment très dépendante émotionnellement de nous. Elle supportait pas d'être seule, même la nuit. Donc on a lâché l'affaire, on l'a fait dormir dans son panier à côté du lit. Et en fait, dans la nuit, elle montait sur Sacha. Et je me réveillais le matin, elle était dans le creux de son bras, quoi. Et je devais lui dire, mais c'est dur de dire non, hein, de toute façon, c'est dur de dire non, mais du coup je suis toujours ça, c'est moi la méchante, et lui dit non mais regarde, il est trop mignon. Je suis genre, il faut bien que quelqu'un porte ce rôle, quoi. Et c'est toi. C'est toujours... de toute façon, je sais, si un jour on a des enfants, que ça sera moi la méchante. Mais bon, c'est aussi un rôle que c'est important d'avoir cette personne qui met les règles et qui soit plus dure, même si... Pourtant les chiens, souvent même plus moi, peut-être parce que je passe plus de temps avec eux. Mais lui, c'est un peu le papa, tu vois, calme,
qui va tout leur passer, quoi. Qui te donne à manger à table alors qu'il faut pas. Ouais. Donc non, de base, il aime pas autant les animaux, mais il est plus gaga que moi. De toute façon, c'est comme tous les vidéos. Il a peut-être moins cette notion de responsabilité derrière. Mais comme tous les... C'est terrible, je vais être misandre, désolée, mais comme tous les hommes, tu sais, quand ils disent « moi, je veux trop un enfant », mais qu'ils voient pas toutes les responsabilités que ça va engendrer. Moi, j'ai été en couple qu'avec des hommes qui voulaient des enfants à tout prix. Je leur ai dit « mais est-ce que tu as envisagé tout ce que ça va changer dans ta vie ? T'es dimanche à jouer aux jeux vidéo ou au foot, c'est fini. Enfin, ton enfant, il passe avant toute autre chose. » Et je pense que les hommes, ils ont du mal, avant d'être devant le fait accompli, à concevoir ce truc-là. Et du coup, je pense que Sacha, il est un peu pareil. Il a du mal à voir tout ce que ça va impliquer, en fait. Derrière, dans le futur, je dis, tu sais, Harper, il est parfait. Il est vraiment dans le moment présent. Ouais, c'est ça. Il pense pas aux conséquences. Non. Et je lui ai dit, tu sais, tu crois pourquoi Harper, il est comme ça ? Aussi bien éduqué, aussi parfait. Parce qu'au début, j'ai dû mettre des règles, c'était dur. Il devait dormir seul dans le... Il dormait pas dans ma chambre quand il était petit, tu vois. C'était horrible, je devais le sortir. Le soir, il avait sa tête de petit chien comme ça, battu. Mais j'ai tenu parce que je veux que mon chien il puisse dormir chez mes parents sans qu'il, tu vois, sans qu'il dérange les autres. Et ouais, en fait, les gens pensent que ça nous procure du plaisir quand on impose des règles, mais en fait, pas du tout. C'est très, très dur. C'est très dur. Mais ouais. C'est terrible, même, genre, de devoir dire au chien, mais non, tu dors pas avec moi ce soir. Et tu sais, ils te font leur petite tête en mode, non, me laisse pas. Mais moi, je veux que tu sois un chien... C'est dur parce qu'en même temps, t'as la limite entre qu'est-ce qui est l'éducation et qu'est-ce qui est presque pas de la maltraitance, c'est terrible à dire, mais tu vois, je sais que par exemple, j'avais fait une formation avec une fille qui me parle de solitude chez le chien et qui m'a dit il faut pas fermer ta porte la nuit. Mais je dis mais moi si je ferme pas la porte, le chien est dans le lit. Et tu vois, je lui ai dit mais c'est pas mon chien, je peux pas l'autoriser à dormir dans le lit. Mais c'est ça en fait. C'est ça la limite justement de cet exercice de famille d'accueil, c'est que c'est pas que toi en fait, c'est qu'il y a tout un contexte autour qu'il faut respecter. Tu peux pas l'éduquer comme toi t'as envie. Tu peux pas l'appeler comme toi t'as envie. Tu vois, il y a toutes ces choses là où des fois on se retrouve avec des chiens qui ont des prénoms ridicules. On a une chienne qui s'appelait Pistache. Tu changes pas son prénom parce que tu sais pas comment, qu'est-ce que va vouloir la personne derrière. On a une Mirabelle. C'est non. Déjà arrêtez avec les noms de bouffe. Eh bien, écoute, pour finir, peut-être, alors on a déjà parlé un petit peu des conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite devenir famille d'accueil. Donc, tu disais que c'était vraiment la posture à adopter avant l'accueil qui était vraiment importante, surtout. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça que tu aimerais partager ? Je pense qu'il faut bien choisir son association. Parce que j'ai une amie qui a accueilli 2 chiens via 2 associations différentes. Et ça s'est mal passé. L'association n'écoutait pas ses retours. Elle a eu un chien qui était complètement traumatisé au point qu'il se faisait pipi dessus de peur. Et elle n'a rien pu faire en fait à son niveau. Elle a répété à plusieurs fois à l'association « Je ne peux pas gérer ce chien. Moi, j'ai pas d'animal à la maison pour le tranquilliser. Il a peur, il est terrorisé. Ça fait 1 semaine, il n'a fait aucun progrès. Je peux pas. » Et en fait, l'association n'a pas voulu entendre. Donc je pense qu'il y a vraiment l'importance de bien choisir l'asso. Après, on ne peut pas vraiment le savoir. C'est ça, il faut tester, je pense. Moi, je pense que j'ai de la chance. Mon asso, franchement, ça se passe bien. C'est pas parfait, comme n'importe quel asso, mais ça se passe vraiment bien. Là, les chatons que j'ai accueillis, c'est une autre association qui ne paye pas les frais de nourriture. Donc c'est de ma poche. Donc déjà c'est un truc à prendre en compte, mais je pense que bien choisir l'asso et après ça prend sur le tas, j'ai envie de dire. Tant qu'on est patient et qu'on est compréhensif, je pense qu'on peut apprendre. Et fermer votre porte de chambre parce qu'après ils font pipi sur le lit. Franchement c'est chiant, ça m'est arrivé plusieurs fois. On prend le conseil alors. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'au micro d'Histoire de chien, et puis c'est incroyable en tout cas ce que tu fais. Merci. Et merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir, et puis on mettra toutes les références dont on parlait. Oui, on a parlé de beaucoup de choses. Merci beaucoup Marion. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est toujours précieux et ça soutient énormément le podcast. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de chien.